Bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi c'est Mickaël, je suis à la base Product Owner, Product Manager. J'ai quitté cette casquette en janvier et depuis janvier je suis orchestrateur d'IA ou solopreneur ou quel que soit le terme. Mon but serait d'arriver à monter ma boîte avec que des agents IA. Donc je suis en train de monter toute une infrastructure, me faire la main en utilisant l'IA beaucoup trop. Et puis voilà. On avait fait quelques présentations, je crois qu'on a fait 2 lives avant. Les lives, vous les retrouvez, hein, si vous allez sur talk sur roxabi.com, les lives, il y a même un petit point d'interrogation là. Vous retrouverez les lives qu'on a fait, les 2 premiers, il y en a un qui était un plus sur un workflow IDD, avec un découpage, avec un metaskill, un découpage en plusieurs parties et puis, derrière, d'autres éléments. Et il y avait un autre live qui était sur mon retour d'expérience de comment je suis passé du jeu vidéo à l'IA et des parallèles que j'ai pu faire dessus, notamment sur le fait que je prends maintenant beaucoup plus de plaisir à développer avec l'IA qu'à jouer et que je compare ça un petit peu à l'aventure qu'on peut avoir avec un MMORPG. Je vous laisserai regarder, il y a les vidéos sont disponibles, au pire je vous les remettrai en lien après, mais les vidéos des précédents lives sont dispo. Donc aujourd'hui, on ne parle pas de la IDD en tant que telle, et on va pas parler de cette aventure qui est le MMORPG IRL du développement. On va surtout parler des erreurs et des croyances qu'on peut avoir quand on se lance là-dedans. Alors c'est sûr que par rapport à la plupart ici, moi j'ai une casquette qui est plus produit que technique. Euh, je pense que mes erreurs sont transposables dans l'autre direction pour vous. Euh, et du coup, peut-être, voilà, alors, n'hésitez pas à me faire part de vos retours là-dessus, parce que j'ai fait des erreurs que vous, sûrement, vous n'aurez pas fait. Et inversement, je pense que il y a des choses où vous êtes peut-être passé trop vite, et là où moi, ne connaissant pas ça, je suis passé plus lentement, et c'est peut-être mieux passé. Au début, quand j'ai commencé l'IA, je me suis dit, la principale difficulté que j'avais, c'est la partie technique. La partie technique, c'est choisir une stack, choisir s'il y a une CD, les types de bases de données, comment on joue les tests, comment on fait des applis. En fait, toute cette partie-là, je pensais que c'était le plus compliqué. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. En fait, il n'y avait pas eu trop de problématiques parce qu'une fois qu'on a choisi l'IA, elle sait très bien faire ce qu'on va appeler la plomberie. Alors, vous allez dire la plomberie, elle se fait pareil si on l'a fait correctement ou pas. C'est vrai qu'il y a des bons et des mauvais plombiers, mais bon, on va considérer que l'IA, si on lui donne les bonnes règles, elle arrive à bien le faire. Pour vous donner une idée là-dessus, euh, attendez, il y a quelqu'un qui ne peut pas rejoindre le live. Je peux pas venir au live. Vous ne pouvez pas sur le live. Ah, ok. Chaf, petite dédicace de ton message sur le live et c'est enregistré normalement. Désolé, je reçu un message MP. Mais bon, pour vous donner une idée, là, au bout de 3 mois, je suis à peu près à 340 lignes de code. Ce qui est, je sais pas si c'est beaucoup ou pas, à vous de me dire. Mais ça vous donne une idée, j'ai fait énormément de repos. Au début, le boilerplate, c'était un projet, j'en suis à peu près 18. Ça grossit énormément. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, et ça fait partie un petit peu des expériences. Mince. Donc bon, le plus dur c'est la technique, on arrive à faire beaucoup de comiques, on avance, il n'y a pas trop de problèmes, et en fait on se rend compte rapidement que plus on avance avec l'IA, plus on veut aller vite, plus plus il nous faut des outils. Et en fait, le écosystème que je vous montrais, en fait, il a commencé à se créer parce que au tout début, on se dit, bah, j'ai besoin d'un outil, donc l'outil fait partie du projet. Donc souvent, c'est la tendance première qu'on a, et ce qui va se passer rapidement, c'est qu'en faisant que l'outil est dans le projet, on dissocie plus les deux, ce qui veut dire que quand on commence un nouveau projet, ben, en fait, tous nos projets sont
très lié. C'est très dur à maintenir parce que, par exemple, quand on a les skills qui sont directement dans un projet, il faut maintenir les skills dupliqués dans les deux et tout, c'est vraiment fastidieux. Et en fait, au fur et à mesure, les solutions que j'ai dû trouver, c'est passé vraiment sur un système de plugins. Au niveau de Cloud Code, en fait, il y a les skills que tout le monde connaît et il y a les plugins. La petite différence au niveau des plugins, c'est que un plugin, on en a parlé rapidement la dernière fois, c'est un package, pour voir ça comme une extension qui permet de se mettre à jour automatiquement quand on met à jour le repo. Donc ça veut dire qu'en mettant à jour ce plugin-là, où tous les skills sont dedans, on est capable automatiquement de mettre à jour tous nos skills dans tous nos projets. Et ça fait gagner un temps fou parce que ça nous évite notamment la partie maintenance et conflit qu'on peut avoir entre tous. Et en fait, on se rend compte que les outils, on va en faire plus en plus. Qui dit beaucoup de projets dit besoin d'outils qui vont être nécessaires pour voir plusieurs projets en même temps, etc. Au final, ce qui devait être un produit est devenu beaucoup d'outillage. Ça m'a fait penser, en fait, à l'époque, j'étais très jeune. Lors de ma première expérience, en fait, les devs développaient énormément d'outils qui les aidaient, qui n'étaient pas des features pour le projet, mais qui étaient des features pour coder plus vite. Ce qu'on va appeler la expérience, la DX. C'est quelque chose qui est hyper important, je pense, actuellement, et qu'il ne faut pas délaisser. Je sais que j'en parlais, il y a Nico que j'ai vu passer ici, on en parlait rapidement. Il y a des moments où l'IA elle fait pas ce qu'on veut, ou des fois juste un presse-bouton. Et en fait, c'est le développeur expérience qui nous fait créer des frustrations, ou des fois parce qu'on est aveugle, il faut vraiment trouver des solutions là-dessus. Donc bon, on est toujours dans la technique. Première étape, la stat technique, pas compliqué. Deuxième outillage, ça marche. Bon, concrètement, dans les outils, ce qu'on se dit, c'est que il y a tout le workflow à aider, mais il y a aussi tout ce qui permet de faire du greenfield. En fait, commencer un projet, dès qu'on en commence un, deux ou trois, en fait, c'est fastidieux de commencer à chaque fois. J'ai pas regardé ce qui se faisait au niveau, on va dire l'état de l'art. En tout cas, je me suis fait un slash init. Le slash init, pareil. Alors, tout ce que je vous donne, c'est disponible sur GitHub. En gros, le slash init, le but, c'est OK, c'est quoi qu'il me faut pour commencer correctement un projet? Ce qu'il il me faut les bonnes librairies, il me faut le projet GitHub, parce que tous mes projets, toutes mes issues sont dans GitHub. Donc en fait, si tout est configuré comme j'ai l'habitude, tant mieux. J'ai mes labels dans GitHub, j'ai mes workflows, ma CI/CD, j'ai mes règles sur les branches, j'ai mes règles au niveau de mes skills, au niveau de ma doc. Je vais pouvoir mettre mes artefacts dans le bon répertoire. Je vais pouvoir derrière générer correctement des readme. Par exemple, en fait, un readme, avant, mes readme, je les faisais, c'était l'IA qui la faisait. Maintenant, en fait, j'ai un readme standard. Donc, j'ai quelque chose qui est OK pour l'instant, mais qui peut s'améliorer. Et le but, c'est que toutes ces choses-là qu'on fait, redéfait, refait, en fait, il faut garder le réflexe qu'un bon dev a, c'est j'automatise. Et les bonnes manières d'automatiser, c'est je le fais une fois à la main. OK, maintenant que je l'ai à la main, dans la même conversation, on demande à l'IA et on lui dit OK, maintenant, comment j'automatise? Dis-moi ce qu'on a fait là et fais ainsi. Dans les mêmes manières, donc ça va être pour l'initialisation d'un projet. Aussi, j'ai beaucoup de services maintenant, donc avoir une gestion centralisée des services. Par exemple, quand je mets à jour les plugins, le problème des plugins, c'est que ça ne met pas à jour le cache directement. Donc, en fait, j'ai une fonction qui va mettre à jour le cache directement sans attendre que ça devienne tout seul. Les petites choses qui paraissent bêtes, mais quand vous êtes sur beaucoup de projets, vous avez sûrement des conflits de port. Les conflits de port, il y a Portless. Portless de Vercel, c'est assez récent. Je n'ai pas testé, mais ça fait partie des choses que je veux tester. Actuellement, j'ai un boilerplate. Mon boilerplate, il s'étend sur les ports 3000, 3001, 3002. Je veux utiliser le boilerplate pour un autre projet ou pour deux autres projets. J'ai un conflit de port. Alors
oui, vous allez me dire, je peux les mettre dans les variables d'environnement. Mais après, je ne sais jamais quel projet. Portless, en fait, ils permettent d'avoir une sorte d'adressage DNS sur les ports. Il faut que je teste, mais c'est des petits trucs qui sont sympas. Et en fait, la vraie phrase, c'est ça, c'est on ne construit pas les outils pour avoir plaisir, on les construit parce que sinon c'est faire 10, 20 fois la même chose tous les jours. Et vraiment avoir ce réflexe de se dire qu'est-ce qui prend beaucoup de temps et qu'est-ce que je peux automatiser. À un moment, on avait évoqué le slash insight. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans Claude, si vous faites slash insight, il va vous proposer automatiquement des propositions. Donc c'est une bonne alternative où ça permet de prendre le recul. Bon, le truc c'est que maintenant qu'on a la technique, qu'on a les outils, en fait on va aller toujours plus vite. Là je fais un petit clin d'œil à Jess qui disait oui mais il faut éviter le burn-out algorithmique. Clairement. Il y a un gros sujet qui se pose. Euh, je fais abstraction de là que j'ai pas nettoyé, mais qui sont essentiellement des lignes de code qui servaient à générer des CV personnalisés. Mais en fait, au fur et à mesure des semaines, vous voyez, j'ai complètement explosé en ligne de code. J'ai fait beaucoup d'outils. Ça marchait plutôt bien. On verra après que en fait ça marchait bien, mais ça allait plus marcher très longtemps. Et en fait, les deux autres creux, c'est cette semaine-là où je l'ai pas mis à jour et ça pendant 4 jours, j'ai pas travaillé. Mais grosso modo, en fait, on voit très vite que plus on s'outille, plus on fait de projets, plus on a envie de faire d'autres choses, plus on fait. Et en fait, on se retrouve clairement dans cette boucle-là. Et dans les bonnes choses qui marchent super bien, c'est on avait parlé du workflow IDD et le workflow IDD avec les HTML interactifs, c'est génial. Je regarde juste, on va retourner là-dessus. Ouais. Quand je parle de HTML, donc on parlait tout à l'heure de Visual Explainer, c'est vraiment arriver à faire ça avec Visual Explainer. On va avoir, on se pose des questions, par exemple si je tape Telegram, on va voir si ça marche. Typiquement, dans un des projets, ma problématique c'est de se dire j'ai pas eu la bonne mise en forme de Telegram ou j'aimerais tester des UX particulières. Donc d'habitude, pendant très longtemps, je générais du code et des markdown. Et en fait, va lire du markdown. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en utilisant Visual Explainer, je lui ai dit, vas-y, fais-moi Visual Explainer là-dessus. Et en fait, il fait des choses qui sont vraiment jolies. Ça, c'est du Visual Explainer brut, avec même l'animation. Voilà, le chat, il va ressembler à ça. Donc, tu as la solution texte only, le résumé dans les lignes, et puis après, tu peux le regrouper et le regrouper. Donc il fait des propositions, on dit ce qui va, ce qui va pas, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Alors c'est peut-être pas ici, mais à un moment, en fait, j'ai même eu une belle surprise. En fait, il m'a proposé un truc sur Discord, il a commencé à me faire des sortes de vignettes sur Discord pour me regrouper les conversations comme ça. Et en fait, ça, je l'avais pas vu. Mais le fait de forcer, je pense, à visualiser et à conceptualiser les choses, j'ai aussi l'idée, dans le fond, que ça a quelque chose de ça le force, en fait, à concevoir et à appliquer et à pousser plus loin sa recherche et mon impression, c'est que j'ai de meilleurs résultats depuis que j'utilise Visual Explainer. Visual Explainer, c'est ce lien-là, qui est un skill, de Claude Code, à utiliser, à volonté et de la même manière, le petit truc, c'est vrai que moi, je vous montrais, j'ai mon serveur maintenant avec mon index, mais après vous pouvez les déployer là-dessus automatiquement. En fait, si vous dites déployer là-dessus, automatiquement il y a un llm.txt je crois derrière et automatiquement quand vous dites déployer, l'IA elle va là-dessus, elle récupère, elle déploie tout seul. Ça c'est pratique pour partager aussi. C'est ce que je faisais au début, je faisais Visual Explainer, je lui disais d'envoyer là-dessus. C'est vrai que maintenant, j'ai mon serveur qui tourne sur un daemon derrière et du coup j'ai ce diagramme soit ici, soit en local.
Ça fait partie un petit peu de l'évolution et du tooling, hein. J'ai plein de choses qui sont faites. Vous verrez, j'ai même des comparaisons, des analyses, on va en parler un peu plus loin. Mais à abuser. Il faut vraiment en abuser parce que ça permet de prendre du recul et de hauteur. Reprenons. Donc, vélocité, beaucoup de projets. La vitesse n'est pas un avantage, on perd la visibilité. Si on perd la visibilité, très clairement, j'en ai perdu beaucoup. Je me suis perdu aussi par moments parce que, en fait, on a l'impression de pouvoir tout faire et on part dans tous les sens. Je suis même 10 secondes, je reviens. Petit intermède. Alors, dans les petits trucs qui étaient vraiment bien, les astuces que je veux vous partager, déjà, ce que j'avais essayé qui n'a pas marché, je m'étais amusé à faire une première vidéo comme ça. Plutôt, on va faire comme ça. Je vous passe la voix. Je sais qu'il y en a, ils adorent la voix. Commencé par une erreur. Je m'appelle Lyra et je vais vous raconter comment. Mais bon, l'idée derrière, c'était comment je peux automatiser de la génération de vidéos. Ça, c'est des slides de Visual Explainer à la base, avec de la voix générée. Et l'idée, c'est de se dire, j'aimerais pouvoir faire des choses. Alors, vous allez dire, il y a Remotion, il y a tout. Je crois qu'il y a un petit peu de Remotion derrière aussi. Donc ça, c'est les essais foireux. Après, vous verrez, c'est pas vraiment un essai foireux, on va dire que ça sera qu'une V1. Mais faut pas hésiter en fait, en se disant, l'IA, comment elle peut faire quoi rapidement, posez-lui la question. Essayez, ça a pris, je pense, une demi-heure à faire, sachant que derrière, en parallèle, on peut faire des choses, et ça permet d'explorer des options, en fait. Donc, oui, la vitesse n'est pas un avantage si on perd la visibilité, encore moins si on se disperse, mais par contre, c'est assez salvateur de pouvoir explorer des possibilités qu'avant on n'aurait pas eu le temps. Et de la même manière, dans la partie exploratoire, il y a la partie showcase. Visual Explainer et l'IA sont très bonnes pour proposer des alternatives. Typiquement, proposer des logos. Alors ça, ce sont des logos. Alors ça, c'est des modèles. C'est un modèle local qui les a générés, je pense. Je les ai pas encore vus. Ça, c'est un modèle local, mais il m'a fait 25 prompts. Il les a lancés sur Klein 2 en local. Ça tourne sur 8 Go de VRAM. Ça fait des propositions. Dans les showcases, pareil. Ça en SVG, assez facile à faire. Il le fait très bien. Les logos, là j'ai fait les logos de l'IA là-dessus, mais à abuser. Là, par contre, je me suis vraiment fait plaisir. Je crois que j'en ai généré 319. Et donc, n'hésitez pas. Pour la partie exploratoire découverte, demandez-lui, croisez Visual Explainer, faites-vous une galerie, dites-lui de faire des propositions. Il fait même des tags, il les catégorise. On est capable vraiment de générer tous les styles. Là, ça, c'est avec du modèle local, donc ça n'a rien coûté. Et de la même manière, le modèle local, c'est. J'ai rien inventé, hein, c'est l'IA qui m'a fait. C'est Claude et c'est. Alors, c'est pas du Flux, c'est du Klein derrière. Et en fait, vous faire votre CLI et le faire, ça prend vraiment pas de temps. Donc, faut pas hésiter à se lancer. À partir du moment où vous avez un petit peu de matos, oui, la vitesse, c'est un problème. On perd la visibilité, mais en fait, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, l'idée là, c'est de se dire, ok, on commence à aller très, très vite. On peut faire plein de choses. Techniquement, c'est génial. Et donc là, on peut faire tout ce qui est visuel, ce que je vous montrais, le make visual, c'est le diagramme qui ont évolué, parce que les slides, je les ai fait il y a 3 jours. Pour vous donner une idée, à la base, j'avais juste une commande qui me lançait le serveur, maintenant c'est du Cloudflare, c'est envoyé sur Internet. Donc en fait, tous les outils évoluent très vite. Et n'hésitez pas à les faire évoluer dans la direction de j'ai une douleur, je la solutionne. Et honnêtement, rien que le fait de l'avoir sur Internet maintenant, pour consulter sur le téléphone ou autre, c'est assez pratique. Dans les petites astuces, avant de le mettre sur Cloudflare, j'ai utilisé Tailscale. Alors, si vous ne connaissez pas, ça c'est pareil.
Tailscale, c'est des réseaux mesh. Ça marche, ça vous crée un réseau VPN entre vos différents ordinateurs, ce qui les rend accessibles directement sans avoir à ouvrir les ports. C'est-à-dire que si je veux taper le port 94 sur une machine, je le tape directement, soit avec l'IP, soit avec l'URL. Et ça marche vraiment bien. Pareil, ça, c'est des petites alternatives qui sont pratiques. C'est pratique aussi quand vous êtes à l'extérieur depuis le téléphone. Vous tapez ça pour prendre le contrôle ou autre. Si vous connaissez des alternatives, je suis preneur aussi. J'avoue que Escape, pour la simplicité de mise en œuvre et le fait que c'est gratuit, vraiment bien. Bon, ça c'est de la technique. On va vite, on avance vite, très vite, trop vite. Il faut des outils. Ah oui, il y a un petit truc que j'ai pas évoqué. Donc on a parlé de autant faire des styles multiples, donc ça permet d'aller beaucoup plus vite, de prendre des décisions beaucoup plus rapidement, faire des vidéos, des choses automatiques, de l'exploratoire. On a parlé du serveur et du diagramme que je vous ai montré. Il y a un truc que je ne vous ai pas parlé. Il y a quelque chose qui marche très très bien aussi, c'est la capacité à forer des projets. Moi, mon dada actuellement, c'est tout ce qui est open cloud. Et dans tout ce qui est open cloud, c'est qu'il y a tout un écosystème. Et dans l'écosystème, alors je sais pas si vous connaissez, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, je vais tous les ouvrir. Voilà. Ça, typiquement, hier soir, je me suis mis à OpenClaw. Je me suis dit, OpenClaw, je connais pas. Donc, j'ai pris ce que j'avais fait sur l'IRA et je lui ai dit, fais-moi la même chose pour OpenClaw. J'ai pull le repo en local et je lui ai dit, maintenant, tu me formes OpenClaw, je veux savoir comment ça marche et le dessous. Il m'a fait tous les diagrammes. Il m'a fait comment le système d'identité de tout fonctionnait, le système de mémoire, tout ce qui est modèle et les providers. Donc, et il m'a fait ça sur. Alors vous allez me dire, oui, ça coûte des tokens. Je suis d'accord, ça coûte des tokens. Je suis sur le forfait de 200 € par mois. Mais j'avais pas beaucoup consommé cette semaine. J'ai fait ça sur une dizaine. Je crois qu'il m'a. J'ai consommé 5% de mon forfait en faisant ça. Sur une dizaine en profondeur. C'est-à-dire que. Alors ça, on en a parlé. Je vais fermer. Mais grosso modo, il m'a fait pareil sur Nuclo. Alors, c'est pas le même design parce que j'ai pas fait le même prompt, je les ai laissés beaucoup plus libres. Donc là, c'est vraiment du Visual Explainer quasiment brut. Mais j'ai la même chose sur tous. Et en fait, une fois qu'on a ça, je lui ai dit, tu me scannes tout, tu me fais tu me fais le décortiquage, on va dire. Tu me le fais en HTML et en .md. Le .md, il est important parce que le HTML va prendre énormément de tokens, donc c'est bien pour nous. Par contre, le .md, c'est mieux pour l'IA. Donc en fait, à chaque fois, j'ai une version pour moi qui est le HTML, j'ai une version pour l'IA qui est du .md. Et derrière, je dis, ok, maintenant, l'IA, mon produit, j'ai besoin que tu regardes ce qu'on peut faire là-dessus, et tu regardes où est-ce qu'on en est, et tu me compares aux autres. Et ce benchmark-là et cette comparaison-là permet d'avoir des roadmaps et des points de repère. C'est vrai pour ce projet-là, mais c'est vrai pour tout ce qu'on peut faire. C'est quelque chose que j'avais déjà fait sur le boilerplate pour savoir se positionner. Pour un benchmark technique, c'est génial. Et à tous les niveaux, parce que ça permet de se positionner par rapport à un secteur, ça permet de définir ce que les autres font de mieux, et ça permet de définir où est-ce qu'on veut aller. Donc, à abuser aussi de la manière. Merci Nico, je reparle de toi. Mais hier soir, hier, il me fait. T'as regardé la sécurité de l'IRA? Et en fait, j'ai fait faire un audit de sécurité par différents agents. Voilà, j'ai mon audit de sécurité. Et derrière, j'ai mes priorités. Alors, j'ai rien fait pour l'instant. J'ai créé mes issues. Pareil. C'est quand même beaucoup plus agréable de travailler là-dessus que de travailler sur du point MD toute la journée. En fait, au tout début, j'avais commencé à faire mes points MD dans un doc comme ça. Mais en fait, c'est pas agréable. Même s'ils étaient jolis, hein. Mais
moi personnellement, alors vous c'est peut-être différent, mais je préfère avoir quelque chose qui est comme ça, plutôt que quelque chose qui est comme ça. Parce qu'à longueur de temps, voir du ligne de texte brut ou avec un petit peu de Mermaid, ça va 2 minutes. Et c'est vrai que ça permet de lier le plaisir, l'utile et l'agréable. Bref. Rétro engineering sur l'IRA, sur la chimère. La Clos Family Comparaison. Bah voilà. Ça, alors je vous ai montré les nouvelles parce qu'en fait, ce que j'avais fait, je l'avais déjà fait avant. C'est-à-dire qu'au tout début de l'IRA, j'avais fait ce benchmark-là. Je sais pas de quand il date, celui-là il doit y avoir un mois, mais en fait ça bouge tellement vite que le positionnement ça vaut le coup. Là, à l'époque, par exemple, il n'y avait pas encore Hermès. Hermès, c'est quelque chose qui marche plutôt bien maintenant. Mais donc, ne pas hésiter à faire, refaire. Après, c'est sûr que c'est une question de token. Donc, si vous êtes en fin de semaine ou fin de journée et que vous n'avez pas bouffé tous vos tokens, n'hésitez pas à lancer 2 ou 3, rien que pour savoir comment vous positionnez et puis pour vous donner des idées. Ne pas hésiter. Ok, ça c'est la petite pause. C'est la petite pause parce qu'en fait, on va très vite, on parle beaucoup, et on prend pas le temps de se poser. Alors, cette plante-là, je sais pas si vous l'avez vue. Ah, j'ai pas mis la référence. Elle s'est pas affichée. La référence, elle vient de Ego sur YouTube. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, elle est géniale. Je vous la mettrai. Je vais vous la mettre de suite. Je sais que elle avait fait plante. C'est exactement ça. Ah, j'ai raté mon effet en fait. J'aurais dû faire plante. Donc voilà, ça c'est la vidéo. Alors il y a le timestamp sur la plante. Mais bon, c'était pour la référence, la petite parenthèse, histoire de respirer un peu. Regardez-la, c'est sympa. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que elle m'a pas aidé à savoir qui je suis, mais je sais qui je ne suis plus ou pas. Mais bon, ça c'était pour la petite parenthèse. Bon. Allez, on continue. En fait, je sais pas si vous avez vu, mais depuis tout à l'heure, je parle que de technique. Et je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Au début, je parlais de stack, je parlais d'outillage, je parlais de processus pour aller toujours plus vite. Et en fait, je me suis perdu parce que ce qui est censé être mon expertise, qui est le produit, c'est quelque chose que je n'ai quasiment pas touché pendant 3 semaines, un mois, peut-être plus. Et je m'y suis retrouvé par hasard. Là, alors je qui me posait la question de comment j'ai fait le diagramme. Ouais, on va le montrer juste après, mais en fait, le produit, c'est important. Alors, le produit, pas forcément dans toute son exhaustivité, mais dans la partie produit, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est le why, le pourquoi. Et en fait, avec l'IA, avant, en fait, on avait ce luxe de pas aller trop loin, de pas se perdre parce que on n'avait pas le temps d'avancer. Actuellement, on peut avancer tellement vite qu'on se disperse. Et cette approche produit, on s'en éloigne hyper facilement. Et parmi les choses que je veux renforcer dans mon processus, c'est le why. Pourquoi je fais ça? Et ça, en fait, j'ai eu cette élimination. Alors, ça fait en partie suite à David. Il y a 2 semaines qu'on a fait la présentation, on a eu une grosse discussion avec David. En fait, il m'a fait réaliser que j'ai fait un blocage sur l'IRA parce que j'étais dans une boucle technique et je n'osais pas la mettre en prod. Je n'osais pas mettre en prod mon OpenClaw perso. Et la question, c'est que j'avais un blocage, j'avais peur d'être déçu et tout. Et aussi, je m'étais perdu. Et à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti sur la vision produit. Et sur cette vision produit, ce qui a été important, c'est de se dire, ok, on reprend du début. Je prends le projet Lyra. Je prends un cloud.md vide, c'est-à-dire que je suis allé dans un répertoire au-dessus de mon projet.
et je lui dis, voici le projet Lyra. Je lui ai donné les skills de knowledge pardon, d'Anthropic. Je lui ai donné marketing, product et design. Et je lui dis, on va recommencer de zéro. Voici Lyra et on va faire un audit produit. Derrière, on va rentrer dans tout un parcours. Euh, je vais vous le montrer en détail parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Ah, il n'est plus là. Nous avons perdu le playbook. Je vais vous le retrouver. Il faut vraiment que je vous le retrouve, mais je vais vous le mettre à disposition, le playbook. Vous pouvez le prendre, le copier, le donner à l'IA et le jouer. Je trouve l'approche hyper intéressante. Je l'ai rejoué tout à l'heure sur mon site. La démarche est vraiment agréable. Au début, c'est pas un skill, c'est pas un playbook. Donc en fait, c'est juste une démarche exploratoire. Fais-moi un état de situation, fais-moi une stratégie d'exploration produit, convergeons vers une solution, affinons la solution et faisons les livrables finaux. Concrètement, comment ça se traduit? Visual Explainer nous a produit 4 slides. Une slide sur le positionnement, une slide sur les taglines, une slide sur c'est qui notre persona cible et une slide sur la manière de parler. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire que vu qu'on est en phase exploratoire, sur la partie produit, il nous propose plusieurs personnalités. Il nous dit est-ce que tu vas avoir plus le back-end, l'indie hacker et tout. Et ça permet d'affiner notre produit et l'affiner aussi à qui il s'adresse et aussi nous rappeler qui on est. En fait, sur l'IA, cette expérience, elle m'a permis de me repositionner sur quel profil je suis. Et derrière, positionner donc un profil, un persona, faire une partie voix, manière de parler, trouver une tagline. C'est quoi en fait la meilleure expression pour ton produit. Choisir des orientations, des priorités, un positionnement. Et en fait, au travers de ce playbook-là, on arrive à quelque chose qui est... Ah oui, pardon, il y a encore d'autres choses, parce que donc derrière, il va nous proposer des palettes qu'on va pouvoir choisir. Si on n'est pas d'accord, on lui dit fais-moi d'autres, il m'en fait d'autres. Il propose des logos. Et à partir de là, ça permet d'avoir toute une identité pour ton produit. Et en fait, ma plus grosse erreur a été de construire un produit sans identité. Et cette expérience-là, en fait, le fait de revenir à ça m'a permis de redonner une identité à mon produit et de me retrouver moi-même dedans. Sortir de la technique, mettre un petit peu de créativité et d'âme dedans. Chose que, en fait, l'IA m'avait enlevé parce que j'allais trop vite. Donc là, ça c'est le playbook, je vais vous le redonner. Je vous redonnerai le lien parce que là, j'ai dû le déplacer. Mais n'hésitez pas à le jouer dans l'ordre. Il marche plutôt bien parce que j'ai recommencé un autre projet tout à l'heure et il l'a bien fait. Si je fais un localhost, en fait, je vous montre la version sur mon entreprise. Mais brand, Roxabi. En fait, c'est l'expérience que j'étais en train de le refaire là, mais les logos, c'est juste une des étapes à la fin. C'est quoi le messaging framework? C'est quoi le positionnement de l'entreprise? C'est quoi les logos qu'on peut utiliser? Les personas. Alors, vous voyez, les personas, c'est le visual explainer, donc en fait, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'avais sur l'autre. Mais c'est la même chose différente, c'est pas grave. Les archétypes, ok, et derrière, positionnement, brand kit. Bon, sur l'IRA, expérience, grosse révélation, mon identité, l'orange, ma tagline. Derrière, je lui dis, ok, c'est top, fais-moi une vidéo. Je lui dis, tu fais un script de vidéo, tu me fais plusieurs scripts, tu fais un launch trailer, tu fais un product démo, un social clip, des pipelines. Ok. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que entre temps, la veille,
en fait, je suis toujours resté sur la technique, sans le vouloir, sans le savoir. C'est que, en fait, quand j'ai mélangé la production, quand je vous ai parlé de rétro engineering, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la vidéo d'Ego, j'ai pris une dizaine de vidéos YouTube que j'aimais bien. J'ai dit à l'IA, ok, il y a Remotion qui font des bons trucs, Remotion c'est trop compliqué, s'il y a une licence. Par contre, on va garder la logique des Remotion en se disant, on fait des composants React, et ces composants React, on va permettre de le mettre en animation, et je veux que tu me récupères tout ce qu'on peut faire en React dans les différentes vidéos YouTube, et que tu me fasses un kit YouTube. Et en fait, là-dessus, en coupant la partie identité à la partie euh, construction de vidéo, je suis arrivé à ça. Tomorrow, it will know nothing again. Cloud tools reset. Subscriptions expire. Your context vanishes. Your data lives on someone else's server. What if it didn't have to? This is Lyra, a personal intelligence engine that runs on your hardware. Alors, la qualité est pas fou là sur YouTube. Éventuellement, il faudrait que je l'uploade sur un site. Mais en gros, c'est se dire que ça, c'est une version. C'est l'IA qui l'a fait. Ça tourne bien. La voix, c'est l'IA. En fait, j'ai quasiment rien fait. C'est-à-dire que j'ai dû modifier juste 2-3 boutiques derrière. C'est juste l'expérience de production. C'est le menu que je vais vous partager. Derrière, c'est arriver à la vidéo de production. Et en fait, c'est un alignement parfait entre comment je passe du produit à la vidéo. Et quand je suis tombé là-dessus, en fait, j'étais sur le cul. Parce que la vidéo, je me suis dit, j'ai un niveau de qualité qui est OK tiers. Et ça marche bien et ça donne énormément d'énergie. Donc, ça, c'est un petit peu mon moment waouh. C'est retour à mes sources, retour au produit, retrouver une identité, arriver à faire une vidéo tout seul. La vidéo, c'est quasiment pas l'IA en fait, parce que l'IA, ça va générer le script. Oui, elle va servir à faire le rendu sur. Ouais, il y a quand même beaucoup d'IA derrière. Parce qu'en fait, derrière, si on va sur Roxabi, il y a Roxabi Production. Et en fait, alors pareil, le projet est disponible si vous voulez le prendre. Normalement, dedans, vous pouvez générer. Il est où? Il est là. Donc, de la même manière. Alors, ça, par exemple, c'est un projet qui est Bootstrap avec le Skills Init, qui derrière est du rétro-engineering de Remotion, couplé avec un petit peu de ce qu'on veut faire. Donc, c'est c'est LS, donc c'est que du backend. Et c'est l'IA qui génère tout en CLI. Je crois qu'il y a un CLI, je suis même pas sûr qu'il y ait un CLI derrière. Et ça permet de faire un kit. Je crois que ici, je l'ai même amélioré, c'est-à-dire que pour mes besoins et parce que je veux faire d'autres choses. Donc, c'est une marketplace. Ça veut dire que si on veut importer les skills dans n'importe quel projet, on peut. Et dans les plugins, normalement, il y a tout le kit de demain si je veux faire du reverse engineering de nouveau sur des vidéos ou autre. En fait, tout ce que j'ai fait une fois, j'ai transformé en skill pour pouvoir le refaire. Donc c'est des V0, c'est des choses qui sont censées grandir à force qu'on les utilise, mais toute la logique de, à chaque fois que je fais quelque chose, je le transforme en skill pour pouvoir le refaire. Et ce playbook-là, ce n'est ni plus ni moins que 3 heures à faire du tâton avec l'IA, qui est dit à la fin de la vidéo, à la fin, ok, fais-moi un récap de ce qu'on a fait, mets-moi-le dans un point MD, et maintenant, ce point MD, on peut le rejouer n'importe où. Alors, c'est le retour des sources au produit. C'est l'erreur que je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai faite. C'est une erreur qu'il faut que je corrige encore. C'est-à-dire que dans tout mon workflow, j'ai pas assez de why. J'ai pas assez de partie utilisateur. C'est-à-dire que là, je parle de user story mapping. Je pense pas que user story soit le bon truc. Mais en fait, je veux savoir c'est quoi les questions, l'impact mapping
il faudrait ça dans mon framing. En fait, il faut que je me recentre plus sur mon intention et moins sur techniquement comment on peut le faire ou techniquement c'est quoi mon bug. En fait, le bug, c'est pas le problème. Le problème, c'est que je n'arrive pas à voir ce que je veux. Ça, c'est la partie produit. L'autre partie, c'est le drifting. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais l'IA a tendance à drift. Pardon, je ne me suis pas mute. La partie drifting, elle est due à deux choses. La première, c'est que nous-mêmes, humains, on a une tendance naturelle, soit à être trop haut niveau, soit à être trop dans le détail. Et en fait, c'est très dur de faire les deux. C'est antagoniste, en fait. Et derrière, l'IA, si on la laisse trop avancer, elle a la fâcheuse tendance de s'éloigner de manière exponentielle de l'endroit où on veut aller. On le voit énormément en termes d'architecture. C'est-à-dire que même si au début on a pu mettre des bonnes règles d'architecture, en lui disant fais-moi une architecture hexagonale, fais ci, fais ça, on va lui mettre des règles de lintage, on va mettre des règles sur les fichiers, on va lui dire les fonctions ne doivent pas avoir une complexité trop élevée et tout. En fait, l'IA, à partir d'un certain moment, elle va se dire ah non, mais là c'est une exception. Elle va mettre une exception, deux exceptions, trois exceptions. Et en fait, l'exception, qui en a de plus en plus, elle dit c'est normal, donc elle va en mettre de plus en plus. Ce drifting, il est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, si on le rattrape pas, le coût il est monstrueux à terme. J'ai eu des bugs sur bugs sur bugs et régressions parce que je n'avais pas réalisé que ce que je pensais avoir mis comme règle n'était pas respecté. C'était pas des règles au niveau de l'IA, c'était des règles au niveau de Pyright et de, je crois que c'est Biome dans l'autre projet. C'est-à-dire que je voulais des limites de complexité, des limites de longueur de fichier. Et en fait, à des moments, il te met des exceptions dedans. Et ça drift. Là-dessus, c'est super dangereux. Ça fait partie des erreurs. Et je pense que le réflexe, c'est... déjà, premier réflexe, c'est arriver à voir quand est-ce que vous avez des bugs. Est-ce que ma CI elle est souvent rouge? Est-ce que mes productions j'ai beaucoup de bugs? Est-ce que mes pull requests elles sont beaucoup plus longues? Et derrière se dire mes garde-fous, ce que je vous disais, hein, pas de NI et tout, ceux-là je les avais mis. Ça n'empêche pas qu'à des moments j'ai des exceptions. Donc, ouais. Donc derrière, là-dessus, ouais, je te mute Axel. Donc là-dessus, faut pas hésiter déjà à mettre les règles parce qu'il vaut mieux avoir des garde-fous que pas en avoir du tout. Et deuxième, tous les 2-3 semaines, tous les 2-3 jours, faire un audit. C'est-à-dire, il est où mon code, faire du refacto. Il ne faut pas hésiter à revenir, à dire est-ce que j'ai des exceptions dans les règles? Est-ce que j'ai des règles qui ne sont pas respectées? Est-ce que je respecte bien mon kit d'architecture? Est-ce que je respecte bien? Donc ces audits-là, ils sont importants. Et de la même manière, l'audit, faites-le et demandez-lui un visual explainer dessus. Je crois que je dois en avoir, mais ça marche plutôt bien. Ça permet d'avoir un état des lieux sur les différents axes de l'état de santé du projet. Le petit truc, c'est tester votre produit si vous pouvez, dès que vous pouvez. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte, en fait, j'avais pas conscience de ce drift-là jusqu'à 2 semaines. Il y a 2 semaines, en fait, je me suis rendu compte que je driftais parce que mon produit, c'est l'IRA. C'est mon outil de développement à distance. Il est sur Discord, il est sur Telegram. Et je suis parti 4 jours à Rome. Et en fait, j'avais des idées, donc je continuais à développer via Discord. Et je me suis rendu compte que j'avais plein de bugs. En fait, mon produit était café de bugs. J'avais une expérience utilisateur qui était horrible. Parce que en fait, je n'avais passé mon temps qu'à développer sur Cloud Code et pas à développer via l'outil que je développais. Et en fait, c'est comme ça que j'ai vu que je driftais. Là-dessus, clairement, testez votre produit. Même si vous avez des tests end-to-end et tout, lancez-le. Faites 2-3 clics, regardez. Parce que l'IA passe facilement à côté de certaines choses.
Euh, bon, CI/CD, oui, ça s'arrête de la technique. Ouais, ça, je suis pas sûr. Je sais même pas comment c'est arrivé là. C'est l'IA qui m'a fait la présentation. Il faut pas tout regarder. N'hésitez pas aussi à drop les features qui marchent pas. Bien souvent, c'est plus rapide de recommencer une feature à zéro que de laisser Claude s'embourber. De la même manière, tout à l'heure, j'avais un bug, je l'ai partagé. Dans les bons réflexes sur les bugs, c'est-à-dire quand vous testez votre produit, vous avez un problème. Les bonnes pratiques, c'est Claude tourne en boucle sur quelque chose, ça dure plus de 5 minutes pour débugger, ça dure plus de 10 minutes, il ne trouve pas. Demandez-lui un récap de ce qu'il a fait, faites un slash copy, lancez un nouveau terminal, changez de modèle, si vous étiez sur Opus, vous lancez Sonnet, et vous lui dites voici ce qu'on a fait, voici le problème. Commence déjà, cherche sur internet s'il y a des issues qui sont ouvertes sur les librairies. Moi, tout à l'heure, j'avais un problème parce que je n'arrivais pas à déployer en prod sur Vercel. Ça a tourné pendant 15 minutes en sonné. Sur Opus, je lui ai fait ce que je vous ai dit, un slash copy. Je lui ai mis ça, je lui ai cherché sur internet. En 3 minutes, il m'avait trouvé que c'était un bug, qu'il y avait une paire qui avait été ouverte et que je devais me lancer sur une librairie en bêta. Donc ça, vraiment. Et de la même manière, ça, c'est une problématique qui commence à être de plus en plus connue. Il y a Mozilla, la fondation Mozilla, qui est en train d'essayer de faire l'équivalent de Stack Overflow justement pour l'IA. Parce qu'en fait, tout le monde a des tokens qui tombent sur la résolution de bugs, des bugs qui sont récurrents. Et en fait, les agents, pour l'instant, ne partagent pas là-dessus. Donc ça, c'est sur toute la partie bug. Allez, on termine vite fait. Ce que je ferais différemment, donc produit d'abord le why. C'est quelque chose qu'il faut que je renforce dans mon workflow IDD. Le slash init, commencer un projet, c'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé mes premiers projets, je les ai tous recommencés un par un en refaisant tout le même process. Normaliser la manière que vos projets commencent. Si vous êtes sur du brownfield, avoir un slash init sur un brownfield, ça peut être génial en disant que mon slash init, il va comprendre c'est quoi l'architecture actuelle, c'est quoi les patterns actuels. Le but, c'est que ce slash init qui vous permet de rentrer dans un projet, c'est pas le slash init de Claude, c'est votre propre slash init qui fait ce que vous voulez, ce que vous faites à chaque fois. Quand vous soyez en prestation sur du greenfield ou sur du brownfield. Ça, c'est votre manière de penser. Moi, j'ai mon slash init. Vous pouvez le prendre s'il vous va, mais n'hésitez pas à vous faire le même en vous disant ok, à chaque fois que je rentre sur un projet, je fais ça, j'ai mon playbook et mon playbook, c'est mon slash init. Le split entre le visuel pour moi et le .md pour Claude, clairement, je vais même pousser le bouchon plus loin. Dans une présentation, la dernière fois, je vous avais montré qu'on pouvait compresser les skills. Je pense que je vais même commencer à compresser mes .md. Je vais juste vous montrer ça. Parce que pour ceux qui... Ça va pas être là. Pour ceux qui savent pas, voilà. Ok. Pour ceux qui savent pas, en fait, généralement, un skill ou un .md, il va être comme ça. Quand on compresse, on peut compresser sur des formes comme ça. Ça, c'est de la logique pure. C'est des ensembles et c'est du mathématique. Cette logique-là, en fait, ça consomme beaucoup moins de tokens et c'est quand même beaucoup plus puissant parce que c'est conceptuel plutôt que être verbeux. Et en fait, l'IA s'en sort très bien avec ça. Et là, je remercie Chris là-dessus parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Mais grosso modo, je pense que de plus en plus, je vais m'orienter où mes .md, mes specs et tout vont être de plus en plus conceptuels et orientés IA. Et ma partie sera plus visuelle HTML. L'outillage, ça fait partie de votre process. Il faut accepter de mettre beaucoup de temps dedans. Ça vous fait gagner du temps, c'est l'investissement. Dans les petits problèmes que j'ai eu, maintenant je tourne à 2 machines. Pourquoi? Parce que j'ai une machine qui me sert à tout ce qui est modèle en local. Parce que je génère de la voix, je génère de l'image et que en fait l'IA est géniale pour gérer ça, mais en fait la gestion de la mémoire elle est pas terrible et en fait vous allez faire beaucoup d'erreurs sur la gestion de la mémoire. Et en fait quand la mémoire
surtout la VRAM, elle pète le plafond. En fait, ça crache sévère. Donc, une machine qui vous sert comme un Oliama à distance, c'est presque essentiel. Vous commencez à faire la gestion de la voix pas trop, et génération d'images. Par contre, ça marche vraiment bien. Tout à l'heure, au niveau des diagrammes, euh, j'ai des diagrammes, ils sont magnifiques. Euh, Avatar. Alors ça, c'est l'IRA, je vous présente l'IRA. Et en fait, les avatars, ça ressemble à ça. Et ça, c'est 12 Go de VRAM, un peu plus, 14 ou 16 Go de VRAM. Et ce n'est que un prompt en disant génère-moi plein de profils différents qui peuvent être l'IRA. Génère-moi, il a scripté, je pense, la génération des BD. C'est des images qui sont en 400 par 400. Et ça a coûté 0 € quasiment. Eh, t'as vu, on voit ton style de femme direct. Alors, tu vois, le truc, c'est que j'ai donné 0 style. J'ai donné 0 orientation. Et je lui ai dit juste, vas-y, fais-moi l'IRA. Alors, pour la petite histoire, ce qui était marrant, c'est que derrière, j'ai shortcut un petit peu, j'ai mis des étoiles sur ce que j'aimais bien. Et je lui ai laissé sélectionner, je crois qu'il y en avait 6 ou 8, je crois. Et il me dit 1, et je lui dis, t'es sûr? Et il fait, non, non, mais en fait, c'est pas moi, j'avais pas regardé l'image, j'avais regardé que le prompt. Il a regardé l'image, il a dit non, c'est pas moi, et au final, il s'est arrêté sur donc ce personnage-là, c'était pas moi qui l'ai choisi. Et je crois qu'il est en 1024. En fait, on est sur des modèles locaux, hein. Quand vous regardez le détail, c'est assez bluffant. C'est-à-dire que actuellement, même en local, il n'y a plus de problème pour générer de la grosse qualité. L'approche exploratoire, les variantes, ce que je viens de vous montrer, les checkpoints d'architecture, on en a parlé juste avant. Sanctuariser l'architecture et le refacto, ça vous fera gagner du temps. C'est important de faire du refacto. Et le dashboard de pilotage, je vous avais pas montré parce que mon dashboard de pilotage, il est cassé. Mais il y a un truc. Ah, je vous en avais pas parlé, c'est pas grave. Mon dashboard pilotage, là-bas, c'est ça. Il n'est pas pensé. En fait, mon but, c'était de suivre sur tous mes projets ma CI/CD, savoir si mes serveurs ils tournaient et tout. Je voulais faire un produit qui est stable. En fait, mon problème, c'est qu'actuellement, il n'est pas stable. Et si vous avez beaucoup de produits, avoir votre dashboard qui permet de savoir l'état de santé de votre CI, de vos CD, de vos PR, de savoir combien de branches vous avez d'ouvert, sur quel projet, qu'est-ce qui est rouge, ça c'est important. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de respecter la pyramide que je vous montrais tout à l'heure. Mais en fait, c'est important de toujours commencer par stabiliser en haut. Si vous avez déjà fait du Kanban, vous savez que dans le Kanban, normalement, on est censé mettre des nombres d'issues limites par colonne. Et en fait, ça, c'est la même chose. C'est en termes de priorité, c'est production stable, CI/CD. Parce qu'en fait, très rapidement, si votre CI en staging, par exemple, elle est rouge, toutes vos PR elles vont être rouges. Du coup, vous allez avoir taqué de problème. Du coup, vous allez consommer énormément de tokens sur toutes les PR pour corriger un problème qui venait de votre staging. Donc ça, c'est hyper important d'avoir la visibilité. Ok. Et sur l'étape d'après, je vais hérisser les cheveux à beaucoup de personnes. Mais j'ai changé complètement de posture par rapport à l'IA. En fait, l'IA est plus humaine qu'informatique telle qu'on l'entend. Je m'explique. En fait, pendant très longtemps, on a pris l'habitude que l'informatique était déterministe. Donc on s'attendait à voir soit blanc, soit noir. Ce qui fait qu'on a une frustration avec l'IA parce que un coup ça marche, un coup ça marche pas. Un coup ça s'arrête, un coup ça s'arrête pas, un coup ça fait trop bien, un coup ça fait pas assez bien. Et en fait, à partir du moment où on se dit, on prend une posture qui est plus managériale, où on considère qu'une IA a un niveau de qualité qu'elle va fournir, ou qu'on attend, et que, en fait, on est OK avec cette incertitude, tout comme on serait OK avec le fait qu'un développeur dans notre équipe ferait de la surqualité ou de la sous-qualité. En fait, ça se passe beaucoup mieux parce qu'on ajuste nos attentes et nos curseurs.
Ça, c'est le premier point. Est-ce que, en fait, cet agent, dans ce contexte, m'aide à atteindre mon objectif, tout comme un stagiaire ou un employé le ferait? L'autre sujet, par contre, aussi, à faire attention, et ça, c'est un retour que un ami m'a fait, c'est que ne pas s'associer avec son agent. C'est-à-dire qu'il y a des chefs d'entreprise qui s'associent avec leur agent et c'est plus eux qui répondent, c'est leur agent. Quand l'agent dérive complètement, les employés n'osent plus faire le retour en disant non mais là ce que tu dis c'est faux ou c'est incohérent. Et en fait, le fait de dire ok regarde, j'ai pas eu le temps de regarder, mais je l'ai fait analyser par mon agent, voici ce qu'il en pense. Ben là, la personne se sentira beaucoup plus légitime à dire écoute, regarde là, ton agent il a fait n'importe quoi ou il est mal réglé, il faudrait que tu le règles. Parce qu'on ne vient plus toucher l'ego de la personne, on vient juste toucher l'outil qui est mal réglé et on est plus dans une amélioration, euh, on va dire, opérationnelle que sur l'humain. Le changement culturel, clairement, c'est l'IA n'est pas un outil parfait, c'est un collaborateur qu'on manage. Et je pense que de plus en plus, on va aller dans cette direction. De toute façon, on voit la trend d'OpenClaw, on voit Paperclip, qui est en fait un orchestrateur d'OpenClaw. Et en fait, de plus en plus, on va vers cette notion d'entité qui joue le rôle un petit peu de ce qu'on peut attendre de quelqu'un d'autre. Grosso modo, petite synthèse, j'ai fait beaucoup d'erreurs tout le long. Des erreurs d'inexpérience dans certains cas, ou d'égarement même dans l'autre cas, c'est-à-dire trop concentré sur ce que je savais pas faire et en oubliant ce que je savais bien faire. Je pense qu'il y a un équilibre entre les deux à faire. Il y a surtout la nécessité de prendre du recul très souvent parce qu'on avance très vite et avant qu'on avançait pendant un mois ou 2 mois ou 3 mois, bah, prendre du recul c'était ok tous les 2-3 mois. Là en fait on est capable de faire 2-3 mois des fois en 1 ou 2 semaines. Donc c'est important que toutes les semaines on arrive à prendre du recul. Donc avoir cette boucle de rétroaction qui est très fréquente, c'est je pense la plus grosse leçon. Et derrière, c'est se donner les outils qui permettent de visualiser et de voir. Je vais m'arrêter là. La V13, elle est disponible. Ah, il y a du localhost, c'est pas bien. Je vous mettrai un nouveau truc. Je sais pas si vous avez des questions là-dessus. Est-ce que vous voulez qu'on détaille plus quelque chose? Est-ce que Monsieur Barty veut voir un peu plus le détail des femmes? Non, c'est bon, c'est bon. J'ai bien une petite question. Déjà, merci pour la présentation, c'est cool. Mais je vois que je suis confronté à un problème sur un projet perso aussi, même au boulot en fait. Et là, je vois que toi, tu en as énormément. C'est tout le contenu généré, que ce soit avec euh, tout ce que tu as généré là en utilisant le skill associé, ou bien même tous les projets que tu fais pop avec ton boilerplate. Est-ce que tu arrives à t'en sortir sur tout ce qui est AI slop en fait? Garder ça sous maîtrise et à assimiler tout ce contenu. Parce que genre moi, par exemple, tu vois, sur une page générée par Visual Explainer, je peux deep dive sur chaque petit point. Et toi, je vois que genre ceux que tu génères, ils sont hyper complexes. Enfin, hyper complexes, ils sont grands, quoi, et puis t'en as une pétée. Et t'arrives à assimiler tout ça? Non. Et en fait, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. J'ai changé de posture, c'est-à-dire que je ne suis plus celui qui maîtrise, je suis celui qui orchestre. Et J'ai ouais, pris donc en une fait, ouais. posture de chef d'entreprise ou de directeur qui est je ne peux pas tout contrôler, je ne peux pas tout comprendre. Et du coup, je suis dans ok, quelle structure organisationnelle je mets en place pour essayer d'avoir un niveau qualité-risque que je considère acceptable. Ok. Et je Ouais, ne donc ouais, fais c'est que... Vas-y, pardon. non, je disais, c'est vraiment un changement de mindset hyper fort, quoi. Ah, mais tu vois, j'ai des HTML et
je les ai pas tous lus. C'est-à-dire que j'ai de la doc, je sais qu'elle existe, ça me semble plus ou moins cohérent, mais je n'ai pas pointé chacun des détails. Parce que imagine, tu es dans une DSI qui a 3-4 logiciels, le DSI, jamais il va aller pointer ce niveau de détail-là. Ouais, c'est clair, ouais. Après, je suis pas encore au stade où je fais suffisamment confiance aux agents pour déléguer trop de choses, on va dire. J'avoue. Ouais, c'est vrai que moi j'ai pris l'autre extrême. J'ai vraiment pris l'autre C'est extrême intéressant, ouais. où je suis pas développeur, je suis pas technique de base. J'ai une grosse appétence pour le code. J'ai déjà développé, j'ai déjà fait des Docker, Docker Compose, des projets et tout, hein. C'est pas le problème. Mais je n'ai pas la compétence qu'un développeur qui a 5 ou 10 ans, même 5 ans, hein. J'ai pas la prétention d'avoir cette expertise-là. Et du coup, et aussi de la même manière, étant plutôt côté fonctionnel et métier de base, j'ai toujours accepté le fait de ne pas maîtriser et de me reposer sur le fait que le tech lead, le CTO, il disait que c'était OK. Et en fait, j'étais OK avec ça. Maintenant, la question, c'est est-ce que le fait que ça soit un CTO plutôt que des audits réguliers du code par des IA, ça change quelque chose? En fait, quand t'es pas expert dans un domaine, t'es obligé de faire confiance à l'autre. Et des fois, tu te plantes, des fois, tu te plantes pas. Ouais, c'est clair que de ce point de vue-là, c'est très juste, ouais. Et après, tu vois, le truc, c'est que même les audits, genre, moi, pour ma part, j'ai beau lui faire auditer sous différents aspects dans tous les sens, il y a toujours des choses. Alors, peut-être c'est juste du fait que j'arrive pas correctement à calibrer l'ensemble. Il y a toujours des choses qui sont pas comme je le voudrais et qui, sur le court terme, c'est pas grave en soi, si on voit ça comme une black box, mais potentiellement sur le moyen long terme du projet, ça risque de coûter cher, tu vois. Et c'est plutôt ça, moi, qui me fait flipper, quoi. En fait, tu es dans le paradigme que un chef de projet va avoir sur des projets arbitrer entre des nouvelles features ou de la dette technique. Et en fait, là, c'est une compétence que tu dois apprendre qui est est-ce que ma dette technique, elle est rentable à corriger maintenant ou pas? Ouais, ouais, c'est clair. C'est vraiment pas évident, parce qu'en plus, si au final tu fais confiance à tout, la dette technique, peut-être tu la vois même pas et puis t'arrives pas à évaluer, justement. Ouais, c'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas de problème, en fait, c'est aussi Ouais, quelque chose. C'est vrai qu'avec l'IA, j'ai eu, moi qui suis à la base avec un mindset ingénieur, c'est-à-dire le mindset de j'ai besoin de tout maîtriser, j'ai besoin d'anticiper tous les problèmes avant qu'ils arrivent. Bien souvent, c'est ce qui m'a empêché d'avancer parce que j'avais peur de prendre la mauvaise décision. L'IA m'a libéré de ça parce que elle m'a permis de dire en fait, si je me trompe, c'est pas grave. Parce qu'en fait, le fait de se tromper, on peut le corriger en maximum une demi-journée. Un refacto sur une application plutôt grosse, alors pas très grosse comme dans des grosses entreprises, mais sur refacto une application qui aurait 100 000 lignes, faire un audit et faire un refacto dessus, en une demi-journée, c'est fait sans problème. ouais, ça dépend sur quoi, mais oui. Genre, moi, j'avais eu des use cases, tu vois, où c'était des encryptions de données qui sont faites depuis le client, et à partir du moment où le client perdait sa clé, ça foutait tout en l'air. Ça, c'est le genre de truc où je marchais sur des œufs, quoi, tu vois. Parce Après, que si c'est erreur, difficile de rollback, quoi. c'est ça. La question, c'est juste une question de, tu vois, par exemple, Jess, il parlait du secteur de la santé. Tu as des secteurs Ouais, ou du secteur bancaire, tu as des secteurs où tu as un niveau de qualité attendu qui est très haut. Donc en fait, sur des niveaux où tu as un risque de qualité ou des données de santé, des données légales, des données financières, là, derrière, il te faut soit des agents qui sont capables d'auditer, qui sont pixels, mais pour que savoir qu'un agent il est pixel, il va falloir que tu joues avec l'agent et que tu sois à côté de lui pendant peut-être 2, 3, 5, 6 mois. Et comme ça, en fait, tu pourras te dire, ok, maintenant j'ai confiance dans mon agent. Parce qu'en fait, la question, c'est juste une question de confiance.
c'est absurde de dire ça parce qu'en gros, c'est à quel point je sais que mon agent est fiable. Tout comme demain, tu embauches quelqu'un pour faire ton travail, tu vas le former pendant 3 ou 6 mois ou tu vas le prendre par la main. Ouais, non, mais c'est clair, hein, il y a cet aspect de lâcher prise un petit peu, hein, sur pas avoir la maîtrise de 100% de l'ensemble au niveau technique, quoi, pour pouvoir avancer le plus vite possible, je pense, maximiser en tout cas l'efficacité. C'est ouais, c'est un équilibre à trouver. Mhm. C'est trop bien en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que tu peux avoir forcément confiance est-ce que tu peux avoir confiance s'il dérive forcément? C'est une bonne remarque. La question, c'est vraiment d'avoir des garde-fous. C'est pour ça que je pense de plus en plus à un système qui est sur plusieurs niveaux. Euh, Parce que, en gros, il te faudrait un agent au-dessus de tes agents pour s'assurer qu'ils ne dérivent pas. Et moi, c'est actuellement ce qui me manque. Mais en fait, non, c'est pas ce qui me manque. C'est le rôle que je joue que je ne veux plus jouer. C'est-à-dire qu'actuellement, je suis le garde-fou. Et je ne veux plus être le garde-fou, je ne veux plus être le presse-bouton. Donc en fait, mon but maintenant, c'est d'avoir une communication agent vs agent et avec un système de garde-fou qui, dès que ça dérive, ça m'alerte. Et comme ça, je ne suis plus celui qui demande de lancer les outils de drift, mais juste celui qui dit ok, ça a drifté, venez maintenant, je me mets dans une posture plus coach agile, où le coach agile, il est là pour voir quand les problèmes arrivent et les corriger plutôt que d'être en constante présence, quoi. Où là, c'est plus le Scrum Master qui va faire l'amélioration continue. Je galvaude un petit peu les concepts, mais l'idée est vraiment là. C'est prendre la hauteur et la distance par rapport à ce qui se fait. Il y avait une question sur le coût. Je suis sur le forfait cloud à 200 € par mois. Je l'ai dépassé une seule fois et j'ai tapé les 50 € de crédit gratuit. C'était une semaine où j'ai fait beaucoup de code. Je l'ai dépassé une autre fois où j'avais pris Open Limit où j'avais pris un truc à 20 € pendant 2 jours. Sinon, c'est les seuls extras que j'ai fait au niveau de tout ce qui est modèle voix et au niveau de tout ce qui est modèle image. Je suis sur mes cartes graphiques. Donc j'ai une 5070 pour l'image et généralement, en fait, j'avais les deux sur mon PC. J'avais tous les modèles sur mon PC principal, donc je l'ai coupé et je relançais. Et là, sinon, l'autre, en gros, je pense que avec 8 ou 9 Go de VRAM, j'ai du voice to text et text to voice avec de la très bonne qualité. Et sinon, mais même avec, je pense, 4 ou 5 Go de RAM, la voix, il n'y a plus trop de problème maintenant. Les modèles sont vraiment performants, surtout avec NVIDIA, parce qu'il y a tout un système CUDA qui marche bien. Et c'est plutôt pour l'image, ça. Mais bon, voilà. Mais donc, non, ça me coûte pas si cher que ça de travailler avec l'IA à plein temps. Aussi, ce que je jongle quand même pas mal, c'est que alors l'abonnement, il y a différentes limites, hein. La limite de 5 heures, je l'ai jamais tapé, honnêtement. Elle existe, hein, mais je l'ai jamais tapé. Là, typiquement, voilà, cette semaine, j'ai peu travaillé, donc j'ai quasiment rien utilisé. Je suis à 50%, alors que hier, j'étais, je crois, à 25%. Donc j'ai tapé 20% dans la nuit en faisant mes comparaisons. Mais en gros, ce que je fais, par contre, j'essaie de jongler, d'équilibrer entre mon usage de sonnet et des autres modèles. En fait, Opus est plus performant. J'ai tendance à bien aimer Opus, mais je sais que quand j'ai Opus qui bouffe trop ici, je passe sur Sonnet exprès pour consommer cette barre-là, parce qu'en fait, Sonnet consomme moins des modèles globaux que Opus. Et après, si j'ai trop consommé dans la semaine, je passe en médium au niveau des modèles. Donc en gros, généralement, là, par exemple, ce matin, j'étais en sonné parce que Opus marchait pas. Là, je suis repassé en Opus et généralement, je suis en sonné en médium. Au pire des cas, je suis en sonné médium et je fais toute ma semaine vraiment très fort là-dessus. Et je suis assez satisfait de sonné médium globalement. C'était avec toi, sauf erreur, qu'on parlait à un moment d'avoir plusieurs comptes, Claude, c'est ça? Parce que tu n'avais pas assez de quotas dans ton abonnement à 200 balles, c'est juste? Ouais, c'est juste au tout début, je pétais mes quotas. C'était juste une nouvelle législation.
En fait, maintenant, en descendant sur le modèle Sony Medium, c'est OK, j'ai plus de problème. Ok. Parce que pour info, j'ai repris un abonnement à 20 balles chez Cursor pour compléter, on va dire. Et Composer 2 m'a assez bluffé sur des prompts similaires entre ce que je balançais dans Opus sur Cloud Code et sur Cursor directement. Alors, je fais pas du tout de la pub pour Cursor, hein, j'en ai rien à foutre, mais pour ceux qui n'ont pas assez de quotas, ça peut être un petit complément, quoi. Ouais, c'est bon à savoir. Parce qu'en fait, même sur le principe, tu vois, parce que est-ce qu'il n'y a pas un monde où prendre 3 ou 5 abonnements à 20 euros, c'est pas mieux que d'en prendre un à 200, quoi. Après, j'avoue que moi, c'est Mais confortable parce que j'ai tout au même endroit, ça m'évite de switcher tout, mais... ouais, c'est ça qui est bien, ouais. Donc Sandro, j'ai répondu, donc c'est ça, 200 euros par mois, modèles locaux. Quand faut-il faire? Modèles locaux, c'est juste pour la voix et l'image, tout ce qui est logique, intelligence, texte, c'est Claude. Et j'ai une 5070 Ti. Et l'autre PC, c'est une 3080. La 3080 est trop limitée pour l'image, pour faire des bons trucs. Un peu, mais c'est plus long et tout. La 5070 est vraiment confortable pour l'image et largement suffisante. Je crois juste que j'ai un problème si je veux faire des grosses images de plus de 1000 par 1000 au-dessus. Je pense que ça doit monter un petit peu dans le CPU. Mais il faudra que je regarde un peu plus. Pour l'instant, j'ai pas eu besoin. J'ai agent RGPD. Workflow review. 10 agents sur tous les aspects. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Mais tu vois, mon workflow de review, c'est 5 agents, hein. C'est entre 3 et 5 agents, hein. Et à partir de là, en fait, tu considères que parce que ça a été placé avec différents aspects différents, tu as un niveau de qualité qui est OK. Faut-il tester les autres plusieurs abos sur plusieurs... Bon, on a parlé des plusieurs abonnements. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il y en a qui veulent partager leur expérience aussi? Faire un petit retour de ce qu'ils font ou des conneries que j'ai pu dire parce que j'ai pas la science infuse, je suis pas du tout technique, donc j'ai une vision qui est de l'autre côté de la pièce de vous. J'ai une question. Yes. T'as dit que tu utilisais Klein, c'est ça? Claude CLI. T'as pas parlé de Klein tout à l'heure? Non. Ah d'accord, j'avais compris Klein, ok. Non. Parce que j'ai essayé d'utiliser Klein avec des points MD et tout, j'ai un peu réussi, mais c'est pas trop ça en local, quoi. Ouais, j'ai pas essayé. Non, c'est vrai que mais, il y a un an, j'étais fan de Rookcode ou de tous les l'écosystème Klein, mais c'est vrai que là, pour vous donner une idée, je suis passé en full Linux hier ou avant-hier. Ouais, ça fait partie des points aussi. Pour ceux qui sont sur Windows et qui voulaient faire des modèles locaux, le WSL est OK, mais en fait, il tape un petit peu sur la VRAM et en fait, c'est beaucoup plus simple peut-être sous Linux ou sous Mac. Mais ouais, tout ça pour dire que du coup, Klein, en tant que tel, alors je sais pas si Klein maintenant ils ont un CLI, mais je n'ai plus d'IDE. Je n'ai même pas réinstallé VS Code et du coup, j'en ai pas eu besoin. Et c'est vrai que maintenant, je lis plus de fichiers de code en fait. Et je sais que ça va faire peur à beaucoup, mais je n'ai pas ouvert un fichier de code. C'est-à-dire que j'ai du code ici, mais en fait, je le regarde à peine. Pour vous donner une idée, actuellement, quand je développe avec mon agent ici, on va passer ça là-haut. Faire comme ça. Non, tu veux pas descendre? Ok. Quand je développe avec mon agent, pour vous donner une idée, actuellement, un développement avec mon agent, c'est je lui dis, tu me fais tel issue. Et ça, c'est toute l'expérience de dev. Donc en fait, moi, mon but à terme, c'est de pouvoir développer sur Discord en disant lance-moi le process. Donc en fait, j'ai une commande, hein, ça me lance le process. Ok, il va regarder, il a l'analyse, il regarde, il fait issu le process. Et il avance, il me pose des questions et basta. Et une feature, pour moi, c'est ça. Et une fois que j'ai ça, maintenant, le niveau dessus, ça sera se dire, ok, j'ai une API
arithmétique que tu vas découper en plusieurs features. Et puis, parce que la plupart des questions, en fait, elles sont. Tu vois, à chaque fois, je dis OK, fais ça. Rebase, je dis tout le temps la même chose, en fait. Je n'ai aucune valeur ajoutée parce que ça reste avec un niveau de qualité qui est OK. Et je préfère refactor que passer du temps dedans. Et voilà. Ah oui, il y a un truc, on n'a pas parlé, mais la veille. Alors, elle est encore cassée ma veille là-dessus, mais actuellement, mon expérience de veille, c'est j'ouvre Twitter, il y a un truc qui me plaît, je fais partager, ça ouvre directement Discord link et je l'envoie. Et derrière, il me dit ce que ça fait. Et après, il me l'indexe dans un RAG. Là, le problème, c'est que l'indexation ne se fait plus. Et puis, voilà, typiquement, ça, je vous invite vraiment, si vous avez un petit peu de temps, que ça soit OpenClaw ou autre, je partage un lien, on a un problème, j'ai délogué mon application parce qu'il y a un truc qui ne marchait pas, je lui ai dit vas-y, et elle m'a fait un récap, et c'est marrant parce que je retrouve. Je vais retrouver. Bon, je ne retrouve plus, c'est pas grave. Mais ouais, c'est assez intéressant d'interagir comme ça parce que ça, en fait, on a de l'amélioration continue et c'est vrai que c'est pour ça que moi j'ai quitté le monde du jeu vidéo parce que je suis vraiment arrivé sur ce principe-là de mon quotidien c'est l'IA quoi. Bon, ça reste une forme extrême. J'ai une autre question. C'est quoi pour toi la principale différence entre Claude Code et CloudBot, ou je me rappelle plus comment ça s'appelle, OpenClaw? Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est quoi les utilités Ouais. différentes En fait, on va rentrer un peu plus en détail. On va regarder. Parce que Claude Code, j'ai déjà utilisé, mais OpenClaw, jamais. Donc, Ah, je suis pas j'aimerais être connecté. convaincu de l'utilisation ou savoir un peu les utilités, quoi. C'est pas le même cas d'usage. Grosso modo, en fait, ce qu'on se dit, c'est que on va partir de ça. Ça, c'est à l'époque, l'autre fois, je vous ai expliqué les plugins, mais on va faire la même chose sur ce que c'est Claude et tous les autres. En fait, à la base, on a les LLM. Le LLM, ça va être sonné et tout. Par-dessus ça, on va avoir le CLI de Claude avec un prompt system et des outils. En fait, Claude CLI, ça va être... On va retrouver un prompt system. Je vous invite à regarder le prompt system de Claude à l'occasion. En gros, il dit comment Claude doit fonctionner, c'est quoi les outils et tout. Il va avoir des outils. Des outils, c'est des API, des CLI externes. Ces outils, typiquement, c'est quand il fait ask user question ou quand il va gérer les tâches ou quand il va prompt d'autres agents. Qu'est-ce que ça fait d'autre? Il y a quoi? Il y a des skills, donc il y a un système d'extension. Donc il y a skills et plugins. Et ça, c'est Claude Code. C'est Claude Code CLI, on va dire. En fait, j'ai pris un raccourci, mais en gros, Claude Code CLI, c'est ça. Et OpenClaw, c'est la même chose en différent. Parce qu'en fait, Claude Code CLI, pour l'instant, c'est uniquement via le terminal. C'est-à-dire que ça ne se consomme que via le terminal. Et alors, il commence à le faire via le téléphone, sur l'application, mais en fait, ce n'est qu'une surcouche au terminal. J'ai vu on pouvait connecter maintenant via Telegram ou Discord. Je n'ai pas testé. S'il y en a qui ont testé, je suis preneur des retours. Il faut que je regarde comment c'est fait. Mais grosso modo, actuellement, Claude Code, c'est ça. OpenClaw, donc ça, c'est les LLM anthropiques. Corrigez-moi si j'ai des bêtises ou rajoutez des précisions les autres. Mais bon.
derrière, au niveau des LLM, sur OpenClaw et les autres, en fait, on va avoir plein de LLM qui vont venir être consommés via un adaptateur, au travers de providers. Donc déjà, OpenClaw, il n'est pas lié à un outil. En fait, il est lié à un LLM au travers d'un adaptateur. On va mettre l'adaptateur comme ça. Ça, c'est une question d'architecture. Derrière, il va avoir un système de prompt system qui va être différent. Il va avoir la même chose en différent. C'est pas les mêmes. Il va avoir des outils en plus et il va avoir plus de branchements extérieurs. C'est-à-dire que de la même manière, il va avoir un adaptateur qui va lui permettre de se mettre sur différents outputs. Donc, grosso modo, il y a, je sais pas, il n'y a pas forcément plus de différence. C'est plus dans les use cases. C'est vrai que Claude est très orienté code. Le OpenClaw, il est beaucoup plus ouvert en termes de... En fait, il est fait pour apprendre tout seul. Il a la mémoire. C'est quelque chose qu'on n'a pas mis. Il a la mémoire de base. Il a un système de cron. Alors, c'est pas vraiment des crons, je crois. Mais donc, il y a un système qui s'appelle le Herbit, qui permet, qui se lance de manière programmée. Il y a des choses comme ça. Donc, en fait, c'est un cloud de CLI beaucoup plus puissant, entre autres, en fonction des use cases. C'est plus générique, moins spécialisé, plus polyvalent, avec tous les risques que tu peux avoir avec ça. C'est-à-dire que vu que tu as plus de couches, tu as plus de layers, tu as plus d'exposition à d'autres choses, tu as des risques de sécurité plus élevés, tu vas lui donner peut-être plus de droits sur ta machine, etc. J'ai dit des bêtises. Tu peux pas me corriger? Ah, merci. Et Et du coup, quand on fait un prompt, c'est lui qui choisit le modèle qu'il va utiliser, c'est ça, pour répondre à ton prompt? alors, entre autres, oui, il peut faire ça. En fait, tu vois, il était là, le level. J'y ai pas pensé. Mais grosso modo, donc il y a Gateway, tu as les LLM. En fait, ici, dans les LLM, tu peux avoir une logique de... Je sais plus comment on appelle ça. Mais tu peux avoir une logique de est-ce que mon prompt il est simple ou compliqué et envoyé sur différents modèles ou providers. Parce qu'en fait, il peut être open router, ça peut être du AI, ça peut être directement sur du anthropique. Et ça peut choisir le type de modèle à taper. Et puis, ouais. Donc, c'est ça. Donc, il y a l'écran, on en a parlé. Oui, il peut prendre le contrôle du navigateur, mais en fait, Claude peut le faire aussi, par exemple. Et quand tu dis que OpenClaw il a de la mémoire, Cloud Code aussi il a de la mémoire avec les .md, non? Oui, alors en fait, disons que OpenClaw a un protocole de gestion de la mémoire, ce que Claude Code n'a pas encore. C'est-à-dire qu'en fait, sa gestion de la mémoire, elle est très sommaire dans Claude Code, alors que dans OpenClaw, il y a une mémoire qui va être sur qui tu es, ce que tu peux avoir comme habitude, sur la manière dont tu viens de parler, sur la manière dont l'agent doit se comporter, sur certaines interactions. En fait, ta mémoire elle est beaucoup plus évoluée sur ce qui est stocké que sur ce qui est injecté. Tu vois, ta mémoire, en fait, un SQLite, tu vois, avec une vectorisation. En gros, c'est comme si tu avais une mémoire que tu pouvais rechercher comme dans Google. Chose que en fait, on n'a pas dans Code CLI. Ok, bah merci beaucoup. J'ai testé Claude. Ah, ok. Merci pour le retour, Nicolas. Avec Telegram, ok. Intéressant. Intéressant sur le fait que ça soit lent. Surprenant parce que moi, pour avoir fait l'intégration, c'est pas lent. Mais par contre, alors, pour vous donner une idée, sur l'IRA, ce que j'ai fait, setup, je connais même pas mon doc, c'est une catastrophe. J'ai pas un document. Ah si, là.
là, au niveau de l'architecture, donc moi j'ai mes adaptateurs Discord et Telegram. J'ai un système de bus. Et au niveau de mon Claude, en fait, j'ai un wrapper au cours. En fait, moi, mon Lyra, il est sur Claude Code directement et je l'ai wrappé pour utiliser l'abonnement. Donc en fait, je suis uniquement sur l'abonnement. Et du coup, avec Telegram, ça s'intègre vraiment bien. Et c'est pour ça que je disais que j'étais plutôt surpris là-dessus. Donc ouais, je sais pas comment ils l'ont fait. Faudrait que je regarde par curiosité. Et de toute façon, si je regarde Telegram, je peux vous faire une démo. Hein. Mais normalement, et voilà, il n'y a rien. Ça veut bien changer d'écran. Ouais, je suis pas. Yes. Ok. Et de la même manière, en fait, quand je disais, il y a des choses qui servent à rien mais qui sont sympas. Et je n'ai pas testé d'ailleurs. Et puis derrière, on va voir. Là, il est censé faire la génération de voix. On va voir. Mais tu vois, ça répond assez vite hein, sur Telegram, donc je vois pas. Et c'est juste du Claude derrière. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit lent. Hein. Je sais pas comment ils ont fait ça. Claude Max n'est pas banni. En fait, c'est pas qu'il est banni, c'est que tu risques de te faire bannir suivant comment tu l'utilises. Le risque, il est là, Sandro. Hein. Ah ben, la voix ne marche pas. Elle doit pas être intégrée. Mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vais arrêter la vidéo là-dessus. On a eu pas mal de questions. Je reste connecté. Par contre, donc n'hésite pas. Je coupe juste l'enregistrement. J'ai une petite question. Quelles sont les limites de CloudBot, du coup, non, de OpenFlow, pardon, elles sont assez larges.